J'ai déjà eu l'occasion la semaine passée de vous adresser un petit message d'encouragement et de soutien dans la campagne absolument remarquable que vous menez, Frédéric et toute la liste. Et je tiens à le dire parce que je sais ce que c'est que mener une campagne électorale, même des campagnes électorales. C'est toujours un moment tout à fait singulier. Et c'est vrai que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre rebat évidemment toutes les cartes et rend la mise en œuvre, le développement de la campagne au quotidien beaucoup plus difficile. Et je trouve que vous avez réussi depuis maintenant plusieurs semaines à trouver le bon rythme, le bon ton, à parler des préoccupations concrètes des Français qui sont établis au Luxembourg. Et donc, c'est extrêmement important ce que vous faites. Et donc, moi, je vous encourage évidemment à poursuivre sur ce chemin. Et votre première force, en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est la complémentarité de votre liste. Et c'est la complémentarité des profils, des parcours, des personnalités qui fera que lorsque vous serez, je l'espère, en responsabilité et le plus nombreux possible, eh bien, vous serez rapidement efficace au service de la communauté qui attend beaucoup de ses élus, en particulier dans cette période de crise. Alors, vous êtes ce soir en train de vivre peut-être pas les derniers instants de votre campagne, mais en tout cas des moments décisifs, puisque le vote électronique va se tenir dans quelques jours, que le vote à l'urne aura lieu dimanche de la semaine prochaine. Donc on est dans des instants importants. Et vous allez rencontrer le suffrage universel. Et cette rencontre avec le suffrage universel, c'est un moment toujours particulier. Vous allez proposer aux Français qui sont établis au Luxembourg, en votant pour votre liste, de répondre, je le crois, en tout cas en regardant votre programme, vous en parlerez ce soir, de répondre avec audace et détermination aux défis importants de ce moment si particulier que nous sommes en train de vivre avec la crise. Et une élection, je faisais le même exercice hier soir avec la liste en Belgique. Une élection, c'est un moment, ce n'est pas un moment comme un autre. Et beaucoup de nos compatriotes qui sont établis à l'étranger, avec leur bulletin de vote, qu'il soit électronique ou physique, eh bien, beaucoup d'entre eux qui sont parfois éloignés de la politique et de la vie politique et du débat politique, eh bien, ils accomplissent avec ce vote souvent l'un des seuls actes politiques qu'ils sont amenés à produire les élections. Et donc ce jour de vote, il est important, il pèse pour les mois à venir, il pèse pour les années à venir. Et donc le choix que les uns et les autres feront dans 10 jours, il est extrêmement engageant, parce que le mandat des conseillers français de l'étranger est un long mandat. Et donc c'est un choix décisif qui sera fait pour la communauté française dans quelques jours. Peut-être un dernier mot, on parle, et je pense que ce soir vous aurez l'occasion d'en parler, on dit souvent que ces élections sont des élections de proximité. C'est vrai, c'est une élection de proximité et les conseillers français de l'étranger jouent un rôle absolument fondamental dans la vie de la communauté française. Vous débattiez la semaine passée d'éducation. C'est évidemment un des champs absolument majeurs et prioritaires de l'action du Conseil des Français de l'étranger. Mais lorsque l'on parle de proximité, en réalité, on rencontre tous les problèmes généraux de la vie des gens. Et donc, que ce soit l'emploi, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'environnement, que ce soit la fiscalité, que ce soit la mobilité, et en particulier la mobilité transfrontalière pour vous qui êtes établis dans un pays aux confins de plusieurs frontières européennes. Eh bien, en réalité, cette élection, elle pose tous les problèmes de la vie des Français. Et donc, moi, je crois qu'il faut parler de tout le temps, et tout compte qui peut motiver à voter. Il faut s'engager sur tous les sujets. C'est ce que vous faites maintenant depuis plusieurs semaines, et c'est ce que vous allez encore faire ce soir. Donc moi, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je vais simplement vous encourager à poursuivre sur ce chemin, à continuer à aller au contact. C'est important, le contact. Et puis, vous souhaitez bon vent et bon courage pour les jours à venir, parce que c'est en ce moment que la campagne et son résultat est en train de se faire, et je n'ai pas de doute que vous aurez le meilleur résultat possible dans quelques jours. Voilà. Bonne soirée à tous, et puis bonne réunion. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre. Je tenais aussi à donner la parole à Frédéric Petit. Donc, Frédéric Petit, pour vous le présenter rapidement, mais il va le faire mieux que moi, c'est le député des Français d'Allemagne, d'Europe centrale et des Balkans occidentaux. Il me semble qu'il est arrivé, donc je vais lui laisser la parole.
Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Frédéric. J'aime beaucoup saluer un Frédéric. J'ai même eu un jour un Frédéric Petit en discussion qui n'était pas moi. C'était assez amusant. Merci à tous, merci monsieur le député Pierre-Alexandre. Je m'impose dans ta circonscription, ce que je fais avec beaucoup de modestie et avec beaucoup de bonheur, puisque vous savez, enfin certains d'entre vous le savent, je suis un produit Sarlor-Lux, moi aussi, puisque j'ai passé mon enfance à Metz et que j'ai fréquenté Sarlor-Lux et toutes les questions transfrontalières et le théâtre, comment il s'appelait, le TPL à Luxembourg. Ça, je parle d'une génération que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Il fallait qu'on aille regarder le TPL de l'autre côté de la frontière, etc., etc. Je sais qu'il y a sur votre liste quelqu'un qui est le frère d'un de mes collègues, donc je le salue, je ne sais pas s'il est là. On m'a dit qu'il était de la famille. Ah, je suppose que c'est Monsieur Djebar Amouche. Voilà, donc je vous salue également. Voilà, alors je ne vais pas beaucoup rajouter à ce qu'a dit Pierre-Alexandre, qui est tout à fait exact et important. Voilà, moi j'habite à Cracovie, donc je suis responsable, enfin, je suis élu de la circonscription qui a l'Allemagne, l'Europe centrale et les Balkans. Je suis arrivé en politique en 2017. J'étais adhérent du MoDem depuis l'origine en fait, mais j'étais un simple adhérent. Et j'ai passé 5 ans de ma vie en Égypte. Je vous rassure, la section du Caire du MoDem, voilà, on n'avait pas beaucoup de mal à élire le président. Voilà, on va le dire comme ça. On n'était pas très très nombreux au début des années 2010. Mais voilà, je suis revenu en Europe centrale où là la section MoDem était un peu plus intense on avait fait 7 ou 8% aux législatives de 2012 déjà, tout seul. Donc voilà, j'ai été réintégré dans le travail quotidien et il se trouve que c'est moi qui ai été choisi par le MoDem pour représenter, et puis par la commission de la République en marche pour représenter la majorité. J'ai eu 2 périodes dans ma carrière, donc il y a 2 choses que je connais bien. Donc pour vous qui êtes proches et qui devez connaître certainement, j'ai été le fondateur et le directeur pendant 11 ans des centres sociaux de Borny, à Metz, donc un quartier périphérique que vous devez certainement tous connaître. Voilà, et on a fait un travail social dans les années 80 qui était assez exemplaire. Et puis j'ai arrêté ça quand Tapi est devenu notre ministre, où je trouvais que je pouvais supporter beaucoup de choses, mais pas ça. Et enfin, je veux dire en termes philosophiques, quoi. Et donc j'ai fini mon diplôme d'ingénieur et je suis après parti dans l'industrie, en particulier dans les réseaux de chaleur. J'étais responsable de l'agence de Metz de la Compagnie Générale de Chauffe à la fin des années 90. Et puis après, je suis parti à l'étranger et j'ai fait donc, de l'énergie. J'ai été cadre et dirigeant de PME industrielles. Voilà mon parcours. Alors je reviens à ce qui me concerne aujourd'hui. Je suis absolument moi ravi de vous soutenir parce que la, je crois qu'il n'y a pas de démocratie sans dissensus, il n'y a pas de démocratie sans agitation citoyenne. Voilà. Et je crois que ce qui se passe là est un des objectifs que j'ai annoncé pendant ma campagne et que je continue à y croire, hein, même si des avons raté, comme avec l'ensemble du Parlement, nous avons raté en 2018 la réforme que nous voulions pour votre future fonction. Nous voulons faire une grande réforme de la représentation nationale dans le cadre de la réforme qui était en cours en France. Vous savez qu'elle a été interrompue par un certain nombre d'affaires ici. Nous avons réussi à nous raccrocher au branc, à faire des choses intéressantes pour la fonction de conseiller consulaire grâce à la loi sur les élus locaux. Ça tombait bien, il y avait une loi sur les élus locaux qui est intervenue l'année d'après et où nous avons, à la force du poignet, convaincu le gouvernement que c'est dans cette loi qu'il fallait mettre un certain nombre de choses. Donc si celui qui sera élu président du conseil consulaire sera vraiment président, je vous rappelle que maintenant, à partir de cette mandature, c'est l'élu qui sera président du conseil consulaire, alors que jusqu'à présent c'est l'ambassadeur, son représentant. Hein. Ça c'est une différence fondamentale parce que ça veut dire que c'est vous qui allez avoir la liste de courriers et la liste de convocation, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui.
alors je ne connais pas très bien, c'est pas ma circonscription, comment ça se passe au Luxembourg, mais la convocation du conseil consulaire, quand il y a un poste qui est dans l'état d'esprit, ça se passe bien. Quand il y a un poste qui traîne un peu les pieds parce que les élus, ils font chier, hein, ils y connaissent rien, ils savent pas tout ce qu'on fait, etc. Eh ben, il y a des conseils consulaires qui sont pas convoqués comme quand il y en a besoin. Donc ça, c'est une démarche, c'est une première chose fondamentale. Et je crois aussi que vous allez pouvoir profiter pendant cette mandature de tout un travail de reconnaissance de ce qui se passe, de ce que vous êtes, qui a été marqué par notre mandature de parlementaire. Voilà, je l'ai dit très simplement, nous avons été reconnus comme, d'abord, il y en a 7 sur 11 qui habitent dans la circonscription. Alors, c'est pas extraordinaire quand on est à Bruxelles, mais voilà, on est quand même un qui est au Canada, un qui est à Cracovie, une qui est à Singapour. On vient de chez nous. Voilà. Et quand on est arrivé à l'Assemblée, il y a des gens qui ne comprenaient pas qui on était. Voilà. Et on a expliqué. On avait d'ailleurs, Pierre-Alexandre vous l'a peut-être rappelé, on avait monté une espèce de groupe qui n'existait pas avant. On était le groupe des députés des Français à l'étranger pour qu'on se fasse entendre, quoi, pour dire attention, nous on a quelque chose, on n'est pas uniquement des gens. Moi j'ai un député qui m'a dit ah bon mais t'as des électeurs? Je croyais que c'était un poste honorifique. Voilà, donc je lui ai dit non, j'en ai autant que toi. Ils avaient même plus voté que pour lui. Donc je crois que ça c'est fondamental. Et dans d'autres lois, on a réussi à faire passer des choses, alors qui sont pas très importantes pour le Luxembourg, mais qui marquent quelque chose de la part du gouvernement. Par exemple, nous avons imposé la présence des conseillers consulaires dans les 23 pays quand on a fait la grande loi sur l'aide publique au développement, qui est une loi magnifique, hein, qui est une loi magnifique, une loi historique. Personne n'en parle. On se bagarre sur des histoires de masques et de trucs, mais nous avons fait une loi historique sur l'aide publique au développement il y a 2 mois. Hein, vous n'avez certainement pas entendu parler. Dans cette loi sur l'aide publique au développement, il est créé dans les pays qui reçoivent l'aide au développement de la France. Nous avons créé pour que ça soit mieux huilé, que ça soit pas des trucs en silo où on sache pas. On donne à une association sans savoir qu'on donne à l'autre en même temps par un autre canal. Nous avons créé un conseil local autour de l'ambassadeur, un conseil local du développement dans le pays, donc au Mali, etc. On rassemble les associations, les ONG autour de l'ambassadeur, etc. Nous avons imposé que les élus locaux y soient. Et ça a été accepté par le gouvernement. Ils avaient oublié, mais ils ont dit oui, bien sûr, il faut qu'ils y soient, et ils y seront. C'est fondamental. Un élu, il est là depuis 20 ans. Un consul, il change tous les 2 ans et demi. Alors, il en fait plus, il est payé pour ça, il est très compétent, mais il doit y avoir on doit trouver entre ce que vous allez faire quand vous serez élu et le poste, la même organisation, qui est parfois aussi problématique, mais qui s'est construite au fil du temps, entre un maire et son sous-préfet. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous allez avoir à construire parce que on n'a pas tout réussi, mais vous avez au moins déjà la clé du camion. C'est vous qui l'avez. Vous êtes président du conseil consulaire. Donc ça, c'est important. Voilà. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est plus sur la campagne. Alors là, on va faire plus de ce qu'on appelle de la politique, de la poloche, comme on dit de temps en temps. C'est une campagne Internet. C'est un fait. C'est une campagne à distance. Ça reste une campagne personnalisée, d'homme à homme, de femme à femme. Ne croyez pas que parce que vous avez 50 followers, c'est 50 votants. Okay, faites du contact d'homme à homme, faites des réunions comme vous les faites là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur que vous ne connaissez pas, mais convainquez les gens. C'est pas parce qu'on est à distance que ce n'est pas une campagne qui se fait comme les autres campagnes où on convainc un cœur, un cerveau par un cœur et un cerveau. Voilà, il ne faut pas croire que tout va se jouer sur des réseaux sociaux avec des jolis bandeaux et des enregistrements. Ça va se jouer sur du personnel, parce que c'est des élections qui sont quand même relativement avec un relativement faible nombre d'électeurs par rapport à une législative, par exemple. Donc ça se joue sur de la conviction, ça se joue sur de la relation personnelle directe. Voilà, donc ça, faites-le. Voilà. Et puis alors 2 thèmes que j'ouvre, hein, si jamais vous voulez ouvrir le débat. D'abord, évidemment, vous êtes comme tous les conseillers consulaires du monde, mais la particularité de Luxembourg, c'est quand même le transfrontalier. Donc,
je crois que vous allez avoir à inventer dans votre fonction, avec le comité transfrontalier, avec toutes ces structures qu'on est en train de mettre en place, on est en train de créer ce que moi j'appelle le gradient de frontières. Hein. J'aime bien cette expression. C'est-à-dire, on va avoir des régions frontières on va faire de la frontière un espace et plus une ligne. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Et là, le rôle que vous allez avoir sur des sujets de communication avec les mairies de l'autre côté de la frontière, de reconnaissance par rapport aux élus locaux, etc., comment, quelle va être votre relation avec le comité transfrontalier, tout ça, c'est des choses que vous allez devoir inventer et qui vont être passionnantes et vous allez être des pionniers parce que quand même être conseiller consulaire dans un territoire comme le vôtre, c'est pas pareil que d'être conseiller consulaire. C'est différent. C'est intéressant d'être à Cracovie, mais à Cracovie, on a d'autres questions à gérer. Voilà. Et puis un autre sujet que je peux ouvrir s'il y en a qui s'intéressent, parce que moi j'y suis absolument, j'ai travaillé dans ma circonscription, j'ai des choses absolument extraordinaires dans ces pays-là. C'est ce qu'on appelle en France la binationalité, que moi j'appelle la bicitoyenneté, parce que je trouve ça plus précis. Et en particulier dans votre cas, je crois que cette notion-là est quelque chose sur lequel nous devons énormément travailler à la base, quoi. Il faut faire comprendre aux gens que on n'est pas un traître. Voilà. Mais je vous assure qu'il faut le dire. Hein. Moi, j'ai eu un amendement qui est passé en 2017. J'ai vu proposer un amendement et pas quelqu'un du Front National. Hein. Quelqu'un qui propose un amendement pour dire qu'il fallait exclure les binationaux des responsabilités politiques. Et parce que, vous comprenez, on ne sait jamais. Et je dis, mais c'est le contraire. Je veux dire, on est plus citoyen quand on est bicitoyen. Moi, je porte les problèmes de la Pologne en plus de ceux de la France. Donc, c'est intéressant pour la France que je sois là, que j'y sois. Donc, cette notion-là, il faut se battre. Elle est à construire aussi. Elle est à développer et à pas, au mieux, accepter, quoi, tolérer. Non, non, c'est une force. C'est une force. Voilà. Je m'arrête, Frédéric. Peut-être était déjà un peu long, mais donc je suis avec vous jusqu'à la fin maintenant. J'étais un peu en retard, je suis désolé, et je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voulez me poser. Pas de souci. Merci beaucoup déjà pour cette introduction. La question transfrontalière, elle est primordiale, même si elle n'est pas directement liée à la fonction qu'on a. On a quand même au Luxembourg, on a 200 000 frontaliers qui viennent tous les jours. Et sur les 200 000 frontaliers, il y a 103 ou 105 000 Français qui traversent tous les jours la frontière. Ça pose des problèmes de transport, ça pose un certain nombre de problèmes, mais il faut aussi pouvoir les accompagner s'ils ont des soucis et s'ils rencontrent des soucis au Luxembourg. Et pour ça, il faut qu'on ait des liens forts avec les élus de l'autre côté de la frontière aussi, et qu'on ait des liens forts aussi avec notre député de la circonscription pour pouvoir régler les soucis qu'ils peuvent avoir. Je pense par exemple à la convention fiscale entre le Luxembourg et la France, mais pas seulement. J'en ai été le rapporteur. Hein, Oui. c'est moi qui en ai été le rapporteur. Donc ça, c'est quelque chose, on va parler un tout petit peu plus tard des problèmes liés au transport. J'aimerais commencer par un point qui est vraiment problématique actuellement. C'est la question des lenteurs administratives et de la digitalisation. On rencontre de plus en plus de problèmes depuis quelque temps pour avoir des rendez-vous auprès du consulat, pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir faire… nos concitoyens n'arrivent pas à prendre de rendez-vous auprès du consulat. Alors, il y a plusieurs raisons. On peut dire déjà, le premier, c'est lié à la crise du Covid. Okay. Mais structurellement, on a 35 000 personnes qui sont inscrites au registre, mais on a 50 000 Français qui vivent au Luxembourg. Donc, il y a un problème entre le nombre d'habitants français au Luxembourg et le nombre de personnes qui sont inscrites. Ce qui fait que dans notre ambassade et notre consulat, on a beaucoup moins de personnel qu'on devrait avoir normalement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir creuser aussi pour qu'on ait beaucoup plus de Français qui s'inscrivent et qui fassent aussi, s'ils ont besoin d'utiliser les services de l'ambassade, il faut aussi qu'ils soient inscrits à cette ambassade. Et par rapport à ça, on aimerait voir un petit peu ce qu'il est possible de faire sur tout ce qui est digitalisation. La digitalisation va sûrement aider à régler tous ces problèmes d'inscription, de rendez-vous et tout ça.
Et on aimerait avoir votre avis, Monsieur Petit, par rapport à ça. Alors, c'est un sujet intéressant parce que là, en fait, c'est vrai qu'en transfrontalier, je viens de prendre conscience que la digitalisation avait un effet enfin non, pas la digitalisation, la déterritorialisation. Donc là, pour expliquer, hein, c'est des mots barbares, mais c'est très simple. La déterritorialisation, c'est une victoire pour nous. C'est quelque chose qu'on a fait en 2017 ou 2018, je ne sais plus. C'est une victoire parce que ça a permis de dire que, en particulier par exemple, la carte nationale d'identité n'était plus faite obligatoirement là où on habite. Okay, et ça, c'était en France, c'est certainement quelque chose qui a facilité la vie des gens. Mais pour nous, à l'étranger, ça a été énorme. Parce que ça voulait dire que quelqu'un qui habite à 3 heures d'avion de son consulat, ben, il pouvait attendre de venir en vacances pendant un mois. Il arrivait dans son lieu de vacances, il allait à la mairie, il retirait sa carte d'identité au bout de 15 jours dans la mairie. Et il pouvait même se la faire envoyer chez lui de cette mairie, de n'importe quelle mairie en France. Donc ça, c'était intéressant. Il y a eu un problème particulier en transfrontalier, mais de l'autre côté, que j'avais vu, qu'on avait repéré et que j'ai remonté au ministère de l'Intérieur, c'est que les mairies du transfrontalier avaient tendance à ne pas le faire, c'est-à-dire à dire mais nous, pourquoi vous venez chez moi puisque vous habitez de l'autre côté, quoi. D'accord. Donc ça, on a réglé avec une règle particulière. Et puis on a, là, ce que tu viens de dire, c'est que c'est vrai que cette déterritorialisation, à la limite, c'est une excuse de plus pour ne pas s'inscrire à l'ambassade quand j'habite de l'autre côté de la frontière au Luxembourg. Et ça, j'y avais pas pensé, ça. Je comprends ce que tu as dit sur la non-inscription, alors qu'on connaît dans tous les pays, mais qui doit être effectivement plus fréquente chez vous. Peut-être que c'est quelque chose qu'on peut gérer aussi dans ce comité transfrontalier qui naît là. C'est peut-être, enfin, il faut trouver quelque chose parce que c'est vrai que il faut trouver le bon nombre de services par rapport au nombre de gens et il faut qu'ils soient aux bons endroits, quoi. Donc voilà, il ne faut pas forcément vouloir à tout prix que tout se passe d'un côté de la frontière, mais il faut harmoniser les services aux gens. C'est une bonne question. Il faut que je la note. Merci. Pas de souci. Donc, par rapport à ça, on va enchaîner justement, puisqu'on parle sur ces questions administratives, de la possibilité d'aller en France. Finalement, c'est vrai que c'est offert spécialement à nous, luxembourgeois, puisque la frontière n'est pas très loin. On pourrait s'inscrire, mais on se dit c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter des services du consulat et de devoir Bien sûr. traverser la frontière pour pouvoir aller se faire cette pièce d'identité. On a eu pas mal de retours là-dessus, hein. Plein de gens nous ont dit, bah voilà, là, j'arrive pas à m'inscrire. Finalement, je traverse la frontière, je vais dans la petite ville d'Autun-le-Tiche et j'arrive à avoir mon rendez-vous en 2 semaines. Donc, c'est une solution, c'est vrai, mais ça fait faire un peu du tourisme pour les papiers et peut-être que la Oui, culture de la ville n'est pas adaptée par rapport à ça. je reconnais que je n'avais Et, pas du tout vu ce sujet. ouais. Et comme on est là-dessus, tout ce qui est question transfrontalière, on va passer aussi à l'éducation. Donc, nous, au Luxembourg, on a il y a plusieurs possibilités. Soit les Français qui sont résidents ici vont aller dans le système des lycées français. Donc, on a plusieurs lycées qui sont conventionnés avec l'AEFE, le lycée Vauban et le lycée Sainte-Sophie. Il y a aussi la possibilité maintenant pour ces Français d'aller dans des écoles européennes et il y a même maintenant des écoles publiques luxembourgeoises qui font des cursus européens avec des langues françaises, allemandes et anglaises. Là-dedans, le souci, c'est que c'est toujours pas suffisant parce qu'on a beaucoup d'enfants et pas forcément suffisamment de place pour tout ça. Donc, on a différentes choses qui sont possibles au Luxembourg. Et j'aimerais, si tu souhaites rajouter un mot par rapport à ça, Christine, qu'on discute un petit peu du Conseil national des étrangers. Donc, c'est une structure qui existe au Luxembourg, qui regroupe toutes les nationalités et ils discutent de différents sujets par rapport à l'intégration.
Et je rejoins aussi par rapport à ça aussi sur le problème, c'est pas un problème, hein, mais c'est sur la binationalité et la bicitoyenneté. Donc c'est quelque chose pour moi aussi de fondamental d'avoir ces deux cultures et la possibilité d'être à la fois, comme vous avez dit, hein, français, luxembourgeois, c'est quelque chose qui est enrichissant. Et c'est pas pour ça qu'on va oublier son côté français. Ça permet juste de pouvoir mixer un petit peu les cultures et d'avoir un intérêt là-dedans. Je te laisse la parole, Christine, si tu veux ajouter quelques petits mots sur le CNE et expliquer un petit peu les pistes par rapport à ça. Merci, merci. Mais Frédéric, enchantée. Moi, j'avais une question, Monsieur Petit. Je ne sais pas comment on peut s'appeler, si on peut s'appeler par les prénoms. Est-ce que vous avez... Je vous en prie, je vous en prie. Est-ce que vous avez un système comme ça dans les différents pays que vous couvrez, un conseil national pour étrangers, ça vous dit quelque chose ailleurs? Parce que ça avait été présenté. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça existe en Allemagne. Hein. Il y a un Fremdesrat, comme on dit. Les élections ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Ça existe en Allemagne. De manière, d'ailleurs, assez intéressante, parce que il y a une... c'est très, très associé au conseil municipal. Alors, c'est niveau municipal, hein, uniquement. C'est pas niveau national. C'est très, très associé au conseil municipal. Alors que là, c'est national. Hein, oui, d'accord. Oui, enfin, on parle voilà. Ça existe également, il y a des choses très intéressantes, mais là, voilà, qui existent dans d'autres pays, qui reconnaissent un certain nombre de nationalités comme des minorités constitutives. Voilà, donc si vous êtes italien en Roumanie, vous aurez il y a toujours en Roumanie, de manière constitutionnelle, il y a au Parlement forcément au moins un député italien, au moins un député serbe, il y en a 18, au moins un député juif, au moins un député rom, etc. Donc il y a cette espèce de balance où on va essayer de respecter ce qu'on appelle les nationalités constitutionnelles. Voilà, donc oui, ça existe, c'est assez fréquent. Et puis, alors là, une expérience personnelle plutôt, en Union européenne, le vote au municipal marche très bien. Alors, Luxembourg, c'est toujours pareil, parce que c'est une ville-pays, mais donc c'est moins décisif. Mais moi, j'ai voté, je peux voter au municipal, et j'ai voté plusieurs fois à Cracovie. Et je sais qu'il y a beaucoup de Français qui le font très naturellement et qui vont voter pour les élections locales de là où ils habitent. On a eu une Française qui a été élue au premier district de Bucarest il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça, elle est franco-roumaine, quoi. Mais donc sur ce genre de choses, cette bicitoyenneté est assez efficace. Mais c'est plutôt dans les vieilles démocraties qu'on va avoir ce genre de structuration avec un conseil officiel de ceux qui ne sont pas nationaux. Juste une question par rapport au vote au niveau municipal. Il y a une limite de temps d'habitation? Est-ce que ça peut se faire dès la première? Non, pas dans l'Union européenne, non. Parce que le problème du Luxembourg, c'est ça, c'est qu'il faut déjà être résident depuis 5 ans pour avoir... Oui, parce que c'est national, hein, donc je connais moins. Mais s'il y a une élection à la ville de Luxembourg, alors je ne sais pas comment ça marche au Luxembourg exactement. Il faut être résident depuis 5 ans pour avoir le droit de voter même aux élections municipales. C'est le problème d'ailleurs. Pas pour les citoyens européens, ça c'est pas possible. Si. Ah bon? Ah oui. Même pour... C'est un problème. Je croyais qu'en Europe... présenté sur la liste il y a 2 ou 3 ans. Oui. Les autres me le confirment ou ne sont pas au courant. C'est surprenant parce qu'il me semblait qu'en Europe, les élections locales étaient accessibles à tous les... Non, c'est bien le problème du Luxembourg. C'est qu'il y a y compris, et quand vous avez voté aux européennes? Ah, les européennes, oui. Les européennes, oui, on peut. Hein. Les européennes, absolument. Oui, je confirme pour les européennes. Il y a la possibilité de voter pour le pays de résidence, soit on peut continuer à voter pour la France aussi. Mais je suis sûr. Ah oui, mais peut-être. Ah oui, non, mais c'est possible aussi que pour. Oui, d'accord. C'est une loi nationale. Oui, d'accord. Ça doit être aussi vrai. Oui, d'accord. Je comprends. Oui, c'est possible. Alors, pour les législatives, aucun étranger n'a le droit de voter, sauf s'il a la nationalité luxembourgeoise. Bien sûr. C'est le problème de base du pays. C'est pour ça qu'ils ont créé ce Conseil national pour étrangers, mais il y a déjà 25 ou 30 ans.
Et certains de mes collègues qui sont encore là étaient allés présenter d'ailleurs ce projet qui était assez unique à l'époque. Donc c'est bien si ça fait des émulations, des émules. Il a pour vocation, donc c'est un organe qui est rattaché au gouvernement, mais qui a une certaine indépendance. On est rattaché au ministère de la Famille. On est élu par les associations d'étrangers tous les 5 ans, et c'est en prorata de la population résidente. C'est-à-dire que, par exemple, les Portugais ont 3 postes, les Français ont 2 postes, et à chaque fois, il y a des postes de suppléants. Et il y a aussi une représentation du patronat, des syndicats, des réfugiés de Genève, de la société civile. Donc, c'est une sorte de mini-chambre, on va dire, avec 68 membres, dont 22 élus et 12 nommés. Voilà. Et on est censé donner des avis sur des lois qui nous paraissent cohérentes ou pas cohérentes, ou être force de proposition. Donc, on peut être saisi par le ministère, ou on peut s'autosaisir. D'accord. Et on doit... C'est un peu un CESE, quoi, un conseil consultatif. Et on est censé faire un rapport d'intégration. Donc ça, c'est très lourd parce qu'on est bénévole et on a besoin de donner. Alors, pour revenir à la binationalité, au départ, dans la loi, les binationaux n'ont pas le droit ni de se présenter, ni même de rester au Conseil national pour l'étranger. Donc nous, on a un peu de tolérance et on laisse les gens, parce qu'à partir du moment où il y a une volonté de se mobiliser pour aider les étrangers à mieux s'intégrer, c'est aberrant de sortir les gens, c'est antinomique avec la volonté et la philosophie du Conseil. Maintenant, avec l'historique que j'étais plutôt favorable à ce qui reste, et je dois avouer que dans les personnes qui peuvent nous bloquer, parce que ça devient très politique, c'est un peu le problème, on a quand même souvent des binationaux qui, tout d'un coup, se mettent à être contre les propositions, comme s'ils gardaient leur carré. Il y a quelque chose qui rentre en compétition. C'est assez bizarre à voir. Oui, mais en fait, c'est vrai, parce que cette remarque était en train de pointer dans ma tête, et je viens de dire la remarque de Guillaume, mais c'est vrai que la démographie du Luxembourg est assez particulière, puisqu'il y a énormément d'étrangers, donc c'était évident qu'il fallait qu'ils soient représentés. C'est ça. Ce que vous dites sur la psychologie des gens qui obtiennent la nationalité à l'intérieur du Conseil, c'est assez intéressant. C'est troublant parce que c'est difficile à discerner. Ils jouent le jeu quand même, hein, mais on voit les petits blocages, on voit les petits bouts de grave. Donc c'est compliqué, c'est déjà bénévole. Alors on va peut-être revenir au sujet pour lequel Frédéric m'avait demandé d'intervenir, c'est-à-dire l'éducation. On a eu la chance d'avoir la présentation du pré-projet de loi du ministère de l'Éducation luxembourgeois. Je me rends compte qu'il fait des erreurs depuis des années, par exemple, en accueillant les jeunes sans leur donner aucune aide, sauf de les mettre dans des fois des classes inférieures à celles qu'ils sont. Donc vous vous retrouvez avec des presque adultes, avec des enfants, des choses comme ça. On a tous des histoires assez abominables d'enfants qui n'ont pas de parents luxembourgeois de langue maternelle et qui se retrouvent complètement largués à l'école parce qu'ils ont d'autres qualités, mais que les langues sont tellement mises en avant au Luxembourg qu'ils se retrouvent rétrogradés. Et on sait l'impact que peut avoir le retour d'image sur un enfant et la notation. J'ai même des confidences de profs qui disent qu'ils sont rois dans leur classe et qu'ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Et les communes sont des fois désemparées parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas interférer dans la scolarité des enfants, par exemple. Donc... Oui, alors là, il y a un outil. Alors, j'étais rapporteur de la loi de la Convention fiscale du Luxembourg, mais je suis aussi rapporteur de l'AEFE, et ça pendant 5 ans. Donc, je suis devenu un spécialiste de l'AEFE. Il y a quelque chose qu'on oublie dans l'AEFE, qui est très important, auquel je tiens beaucoup, parce que je trouve que c'est très dommage, et puis c'est pas un hasard si ça a été oublié. C'est que dans les 3 fonctions de l'AEFE, il y a 3 fonctions de l'AEFE. Il y a apporter aux enfants français qui sont installés à l'étranger une éducation, etc. Il y a 2, faire la promotion de l'éducation à la française auprès des étrangers eux-mêmes, des enfants étrangers eux-mêmes. Vous savez que le réseau, c'est qu'1 tiers de français, il y a 2 tiers de non-français. Et 3, et ça on l'oublie, et c'est très peu fait, et un de mes grands combats, c'est de dire à l'AEFE, vous n'êtes pas organisé pour le faire, et c'est pour ça qu'on n'arrivera pas à se développer comme le veut le président de la République. C'est ce qu'on appelle la coopération éducative. C'est-à-dire que l'AEFE, dans ses statuts, est chargé de faire que on ne vient pas avec un lycée comme au temps des colonies, un truc sous bulle, où on est bien entre nous, on s'aime bien, on est tous français, on accepte quelques étrangers qui parlent français, et puis on est bien chez nous. Okay, on amène un lycée français pour faire de la coopération éducative. Voilà. Et je vous assure que c'est pas un débat d'abord qui est d'un autre temps.
vous avez l'impression que je vous parle des années 50, là. Je vous parle de débats que j'ai en 2021. Hein. Je veux bien croire. Voilà. Et ce n'est pas un débat gagné. Non. Voilà. Ce n'est pas un débat gagné. On a Absolument. parfois même des syndicats d'enseignants à qui j'ai alors, on comprend pourquoi ils le défendent. Mais à un moment, je leur dis, mais enfin, vous entendez ce que vous êtes en train de... la logique de ce que vous êtes en train de présenter. C'est stupide. Okay. Parce que eux, ils pensent que le seul vrai lycée français à l'étranger, c'est l'EGD avec des fonds gérés directement par la place de Catalogne à Paris. Les autres, c'est toléré, oui, parce qu'il y a des politiques qui voulaient qu'on en fasse plus, il n'y avait pas d'argent, donc on a fait des conventionnaires, on a fait des partenaires. Et moi, je leur dis, mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. L'éducation nationale dit, voilà un lycée français, et quelle que soit sa structure, il est là pour le faire. Et donc, dans le cas que vous décrivez, que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'il y avait de tels blocages dans l'éducation nationale luxembourgeoise, ça serait le rôle, et c'est le rôle, et ça devrait être fait, de faire de ce qu'on appelle la coopération éducative. C'est-à-dire, au lieu de dire, au moins dans le lycée français, c'est bien, de dire, le lycée français, il sert aussi à rentrer en contact avec un lycée bilingue, rentrer en contact avec un lycée luxembourgeois qui veut faire des échanges. Voilà, il faudrait qu'il y ait un travail, le travail que vous faites peut-être au niveau de la coopération, de votre Conseil national des étrangers, où vous travaillez avec le ministère, vous devriez, par l'intermédiaire de l'ambassade, avoir de l'aide de l'AEFE pour faire ça. C'est son travail. Ils ne le font pas parce qu'ils considèrent qu'ils sont là pour gérer, pour veiller à ce que les toilettes du lycée de Tunis ne soient jamais bouchées. Mais je suis désolé, c'est pas un problème de diplomatie, ça. Alors, à la décharge du Luxembourg, il y a quand même une prise de conscience. Ils sont en train de faire un travail qui va mettre un certain temps. Et raison de plus. Ils vont mettre un guichet. Raison de Voilà. plus. Mais ils sont très demandeurs d'une entraide pour bien aiguiller les enfants. Dites à votre... Quand vous serez élu, vous direz à votre ambassadeur, allons voir l'AEFE pour faire de la coopération éducative. Après, on a pourquoi pas imaginer de construire, puisque c'est un petit pays quand même, de construire un lycée franco-luxembourgeois comme on a construit des lycées franco-allemands. C'est-à-dire, vous savez, c'est des lycées publics qui sont complètement français et complètement allemands. Celui de Saarbrück, celui de Fribourg, maintenant celui de Hambourg, celui de Buc. Il va y en avoir bientôt un à Strasbourg. C'est intéressant ça. Et là, ça demande l'engagement. C'est important. Et oui, et là, ça demande l'engagement des deux ministères. Oui. C'est un accord entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Éducation. On l'a fait en Serbie. C'est là où on doit aller. Parce que actuellement, il y a un choix à faire pour les parents qui est impossible. C'est soit ils vont dans le système luxembourgeois et les gamins sont pratiquement voués à l'échec. Ils perdent un an de scolarité en plus. Hein. Et ils risquent vraiment de se retrouver sans rien à la fin ou dans le technique. Et s'ils vont au lycée français, ils n'ont aucune chance d'être intégrés. Parce que tout se fait en réseau ici. C'est trop petit, ce pays. Donc les gens se côtoient à l'école. C'est comme une carrière. Et s'ils veulent s'ouvrir les portes de la je peux relayer ça si vous êtes élu. Avec grand plaisir. Parce que l'AEFE, il m'écoute. Hein. Excuse-moi, Frédéric. Pas de souci. En fait, ce que je voulais juste compléter, les choses, elles évoluent, elles changent. Le lycée français, il est passé il y a quelques années de 1200 personnes à 2700 enfants. Oui, j'ai suivi. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il y a toutes les structures, mais le Luxembourg, on a quand même beaucoup d'étrangers qui habitent au Luxembourg. La moitié de la population est étrangère. Donc, ils vont plus se baser sur le système européen, parce qu'ils vont faire des structures publiques qui seront gratuites. Donc, il y aura des lycées internationaux européens, donc sur le système des écoles européennes, où ils vont mettre des écoles avec un cursus français, cursus allemand et cursus anglais. Oui, bien sûr. Et donc ça, c'est le développement que fait le Luxembourg actuellement. Oui, mais pourquoi, Frédéric? Pourquoi? Parce que l'image du lycée français est en train de se dégrader pour différentes raisons. Ils sont en train de siphonner tous les profs au niveau luxembourgeois. Donc, à chaque fois qu'il y a des bons profs, ils sont pris au niveau, et on a rencontré quelqu'un qui avait travaillé à Vauban, ils sont pris dans le système luxembourgeois parce qu'il manque de profs de qualité, et donc le niveau baisse au niveau de Vauban. Donc, les gens vont où? Dans les lycées internationaux, les lycées européens, où c'est devenu l'élite multilingue. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose à faire pour préserver aussi l'image
tout à fait. Oui, oui, c'est Et par sûr. rapport à la C'est sûr. francophonie. Mais il faut vraiment, c'est un débat dans lequel je trempe, moi, quasiment quotidiennement, puisque je suis rapporteur de l'AEFE. Mais l'AEFE fait une erreur stratégique, c'est-à-dire qu'elle devrait travailler à cette coopération de façon à ce qu'elle puisse dire, en ce moment, elle se défend. Donc elle va, ah oui, mais il faudrait que nos profs soient mieux payés pour pas qu'ils partent. Alors qu'il faut rentrer dans de la coopération et dire, ben voilà, moi je suis le lycée français, voilà mes forces. Voilà mes forces. Là, il y a un lycée luxembourgeois, voilà ses forces, les réseaux dont vous avez parlé. Là, il y a un lycée européen, voilà les forces. Et puis, on travaille ensemble, on essaie de faire des choses ensemble. Moi, je suis payant, toi, tu es gratuit, toi, tu es public. Moi, je suis. Voilà. Et il y a de la place, franchement, il y a de la place pour tout le monde, surtout dans un pays comme le Luxembourg, qui est à, je crois que c'est sûr, c'est un pays qui est à l'affût de ça et qui a soif de ça. Donc, mais il faut le mettre au bon niveau. Et profitons-en, formons. Il ne faut pas demander à l'association, c'est une association parentale qui gère le lycée. Oui. Voilà. Il ne faut pas demander à l'association parentale de porter sur ses épaules le fait qu'il faut qu'elle se débrouille pour qu'il y ait plus d'enfants ou qu'ils payent plus cher. Quoi. Pas, il faudrait l'aider au plan de l'accord. On a exactement le même problème en Pologne en ce moment. Le rôle de l'AEFE, c'est de faire l'encadrement de la coopération éducative, c'est-à-dire l'encadrement bilatéral, gouvernemental, qui permet à un lycée français d'exister sans être sous cloche, sans écrabouiller tous les autres, mais en discussion avec les autres. Il y a un lycée qui le fait très bien dans ma circonscription, c'est le lycée de Bratislava, qui a fait vraiment des choses. Ils ont pris contact avec un lycée bilingue, par exemple, ils ont proposé un lycée bilingue slovaque, en échange d'un certain nombre de choses, et donc, mais de leur envoyer des profs faire des cours de français native, et de former leurs profs de cours de français. Voilà. Et donc, du coup, il y a des gamins qui font l'école là-bas et qui viennent et qui disent après, tiens, pourquoi j'irai pas au lycée français? Parce qu'ils parlent français. Donc, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire, mais qui doivent être gérées, qui ne sont pas gérées aujourd'hui au niveau de l'AEFE. En fait, c'est un C'est sujet tout qui est d'ailleurs. très très vaste. Et malheureusement, en fait, j'ai d'autres questions sur d'autres sujets. On pourrait en discuter pendant des heures. Vas-y. Moi, Et, je peux parler 4 heures. Je voulais juste conclure sur le fait que c'est Vas-y. aussi à l'avantage de la France. Si les professeurs sont pris dans d'autres, c'est pour le rayonnement aussi de la culture française. Bien sûr. On a tout intérêt à former de nouveaux professeurs pour vos bancs et ainsi de suite. Bien sûr. C'était ma conclusion. Merci Frédéric. Bien sûr. Merci Christine. En fait, par rapport à ça, tu as tout à fait raison. Et chaque situation, elle va être unique. Je pense qu'il faut trouver la situation adéquate, comme on a dit la dernière fois, pour chaque enfant. Chaque enfant doit trouver une place dans une structure qui va lui convenir. Comme tu as dit, certains pourront aller dans un cursus luxembourgeois parce qu'ils pourront s'adapter à cela. D'autres devront aller dans un lycée français et d'autres devront aller dans une structure internationale. Mais il faut trouver le bon équilibre pour tout le monde. Je voulais laisser un petit peu de temps pour parler du sujet suivant, qui est sur l'entrepreneuriat des Français qui habitent à l'étranger. Il y a beaucoup de monde qui s'en vont de France et qui tentent l'aventure de l'entrepreneuriat à l'étranger. Comment les aider? Par quelle structure? Donc, il y a les chambres du commerce qui sont à disposition, mais il y a aussi les VIE. Est-ce que vous auriez des petites choses à nous préciser, Frédéric, par rapport à ça? Oui, bien sûr. Alors déjà, je suis un entrepreneur français à l'étranger, donc j'ai bien connu ça. Donc je suis parti au début, j'étais ce qu'on appelait un expat, mais j'ai très rapidement, à ma demande, quitté le statut d'expat parce que d'abord j'étais dans un pays que je connaissais bien, j'étais en Pologne, et puis parce que je souhaitais être comment dire, ne pas avoir un statut particulier par rapport aux gens que j'étais amené à encadrer. Alors, il y a plusieurs sujets. Alors, dans ce que vous avez décrit, donc dans ce que tu as décrit, Frédéric, il y a évidemment les chambres de commerce et d'industrie franco-françaises à l'étranger qui sont assez efficaces, qui sont une structure associative, pas du tout financée par l'État, il faut le rappeler, mais qui sont ce qu'on appellerait un syndicat d'employeurs en France, quoi. Donc c'est quelque chose de très solide et généralement qui marche très très bien. On a aussi ce qu'on appelle les conseillers du commerce extérieur de la France,
ce que moi j'étais. J'ai été nommé conseiller du commerce extérieur de la France quand j'étais en Égypte en 2010, et puis après en 2015 en Pologne. Donc ça, ce sont des bénévoles, des entrepreneurs bénévoles qui, une fois par mois, s'associent à l'ambassadeur ou à son chargé de, ou à son, euh, comment dire, le chargé d'affaires économiques, le CER, je sais plus comment on dit oh, le conseiller, excusez-moi, le conseiller aux affaires économiques de l'ambassadeur, et on lui amène, c'est tout à fait bénévole, on lui amène le point sur la situation économique du pays, le point sur les entreprises françaises, et il y a tout un travail d'encouragement au business français dans un sens et dans l'autre. Voilà. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont assez intéressantes. Je ne sais pas si on a d'entre vous qui l'ont été ou si vous en connaissez. Je ne connais pas la section du Luxembourg de manière très précise. Et puis, il y a effectivement, dans l'aide qu'apporte la France, il y a tout ce qui est de comment aider notre pays, qui a plutôt des entrepreneurs qui ont une tradition casanière, on va dire, un peu, à comprendre qu'ils sont attendus à l'étranger. C'est pas uniquement un grand défi, etc. Mais la France est aimée à l'étranger, dans la manière dont on travaille, la manière dont voilà, on est assez efficace. On a des choses, on a des domaines de spécialité, et donc il y a tout un travail qui est fait au niveau de l'État et qui est pas mal fait depuis qu'on est arrivé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était un peu saucissonné dans tous les sens. On avait cette très grosse structure à Paris qui s'appelle toujours Business France, qui était pour moi un peu déséquilibrée, c'est-à-dire qui faisait soit le double de ce que faisaient les chambres de commerce qui étaient citoyennes. Hein. Moi, on me dit elles étaient bénévoles, elles étaient gratuitement, elles étaient citoyennes. C'était des entrepreneurs qui s'associaient, comme dans toutes les chambres de commerce. Donc c'est intéressant, c'était efficace. Soit qui étaient à Paris et qui faisaient un peu beaucoup de vent. Et donc on a redistribué ce service qui était à Bercy dans les régions, puisque c'est les régions maintenant qui sont chargées du développement économique de la France, et on a simplifié leur organisation à l'étranger. On a créé ce qu'on appelle la Team France, c'est-à-dire on a un bon ministre du commerce extérieur, je vous le dis franchement, j'étais pas convaincu au début, mais plus je le fréquente, plus je trouve qu'il maîtrise bien son sujet et qu'il fait un travail excellent. Et on a donc ce qu'on appelle une Team France, c'est-à-dire que tous les services qui étaient chargés de travailler à l'export et à l'internationalisation de l'économie française ont été regroupés. On ne le dit pas, mais avant la pandémie, nous avions recréé 30 000 emplois industriels. 30 000 emplois industriels avaient été recréés en France en l'espace d'un an et demi, sur des mesures toutes simples, hein, des mesures de défiscalisation, des mesures d'encouragement à l'import et à l'export, etc. Voilà. Et alors, dernière chose que je voulais dire, oui, les VIE, c'est un outil extraordinaire, les volontaires internationaux en entreprise, c'est un outil extraordinaire, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, et on avait un problème. Donc ça, c'est géré par le Business France et par les conseillers du commerce extérieur de la France, donc je connais bien. C'est très bien géré, il y a une structure à Marseille qui s'occupe de ça, ça fonctionne, ça roule. C'est administrativement très léger, ça coûte 700 € par mois aux entreprises, qui n'est pas grand-chose. Et on a des spécialistes, des gens qui généralement restent après, sont réembauchés après. Enfin. Et on avait un problème, c'est que on ne pouvait pas les mettre à disposition d'entreprises de droit local. On ne savait pas comment faire. Parce que si on pouvait embaucher en France, quand on a une entreprise française, si on pouvait embaucher en France des gens de droit algérien, on ferait un peu la tête quand même. On dirait, non, si on travaille en France, on est de droit français. Et donc, c'était très compliqué on ne savait pas comment les mettre à disposition des PME qui partent, etc. Et on a trouvé un système qui est d'ailleurs très intéressant. Cette année, là, ça vient d'être créé. Ce sont des conseillers du commerce extérieur de la France qui ont inventé ça. Et ils ont créé une espèce de structure privée, complètement privée, mais à laquelle l'entrepreneur qui veut accueillir un VIE dans Pologne, par exemple, eh bien, il prend une part. Voilà, il prend une part, il devient actionnaire de cette structure française, et du coup, on met à disposition de la structure française un VIE pour lui. Et il n'y a plus de problème. Donc, mais l'État ne pouvait pas faire ça. Donc, il a fallu que ça soit une collaboration intelligente entre le public et le privé pour créer ça. Donc maintenant,
même une PME de droit local, n'importe où dans le monde, peut avoir cette possibilité. Et puis on a beaucoup aidé les entreprises. Alors je pense qu'au Luxembourg, c'était pas moins nécessaire qu'ailleurs, mais il y a des entrepreneurs français qui étaient dans des pays pendant la pandémie où ça a été très 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 chaud. Et on a réussi, alors avec je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon on se couche plus, et ça a été compliqué pour faire comprendre à l'administration. Nous, on a fait voter les 50 millions. Donc on est très fiers d'avoir fait voter ça en juillet 2017. Ça, c'est le Parlement, c'est nous. Hein. Parce qu'au début, le ministre voulait faire du prêt. On a fait voter des subventions et après, l'administration a été assez maladroite pour la distribuer. On aurait préféré qu'il la distribue grâce aux conseillers consulaires et pas uniquement par l'administration. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, il y a eu quand même pas mal de choses de faites. Voilà, ça avance, ça progresse pas mal ce sujet. Et en tout cas, la conscience en France que ces Français à l'étranger existent et qui font rayonner la France, elle est quand même beaucoup plus présente que ce qu'elle était il y a 3 ans. Voilà, il y a Guillaume qui lève la main, il faut que je me taise. Il veut poser une Non, pas question, du je tout. crois. Et j'ai une autre question que je pose en même temps. Non. Il y avait une histoire avec pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de créer une auto-entreprise en France si on est résident français au Luxembourg. Et Non, je te laisse la parole, comme ça tu peux poser ta question, on verra la suite. Bonne Oui, question. bonjour Monsieur Petit. Non, c'est vrai que Bonjour. c'est un cas un peu particulier, les régimes des différentes entreprises. Par exemple, au Luxembourg, quand on veut créer, on est obligé de créer une entreprise. On ne peut pas être en tant que personne, donc ça veut dire être astreint à certains impôts, créer une structure, demander une autorisation d'établissement. Par exemple, en France, il n'y a Ouais. pas forcément besoin de le faire. Ici, on a besoin de montrer qu'on a la qualité requise pour être dirigeant. Donc c'est vrai il manque une harmonisation de ce point de vue-là européenne. Je sais, bon, peut-être c'est vraiment la compétence des États et on ne peut rien y faire. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'harmonisation. Oui, voilà. Oui, allez-y. Oui, je vais vous dire, il y a encore d'autres choses. Par exemple, le droit, par exemple, il peut y avoir des gens, je connais quelqu'un qui a eu une interdiction de gérer en France parce qu'il n'a pas payé ses cotisations sociales et il a fait faillite. Il est parti au Luxembourg, il a créé sa boîte. Et il n'y a pas de Peut-être le problème. même. Et là, la juridiction, voilà. C'est peut-être le même qu'on connaît. Bah, bon, alors je ne savais pas que vous en Oui, alors, j'en connais. voilà, J'en il y en a connais un peut-être comme ça. certains. Bon, en tout cas, non, je ne pense pas que ce soit le même. Mais Ok. toujours est-il que là-dessus, c'est vrai qu'il y a une perte de la trace. Et c'est vrai que même, par exemple, là, pour le Covid, on pourrait avoir la tentation. Moi, par exemple, j'ai une entreprise qui est un petit peu endettée. Je pourrais me dire, bah, tiens, je vais créer ma boîte en France maintenant. Comme ça, hop, ni vu ni connu, je recrée une structure. Ça, c'est vrai que l'Europe, là-dessus, elle manque un petit peu. Non, je voulais aussi revenir sur les VIE parce qu'il y a eu, là, il y a 2 jours, les 24 heures des FDE avec Anne Gente qui avait pris la parole sur l'entrepreneuriat. Les VIE, c'est bien, mais ça va souvent aux grandes entreprises. Ici, j'avais eu l'occasion de dire que, par exemple, c'est les banques qui en profitent le plus, les banques françaises, parfois qui ont les possibilités d'embaucher elles-mêmes. Hein. Elles ont la trésorerie disponible, mais comme c'est une bonne ristourne fiscale pour démarrer, ça peut être parfois un petit peu dévoyé, je pense, pour la nation. Oui, alors, bien sûr. Alors, le VIE, même quand il est surexploité par une grande entreprise, il n'est jamais perdu parce que c'est extraordinaire pour la personne. Voilà, je suis très clair. Je veux dire, ça ne sera jamais perdu parce que la formation du jeune qui part en VIE, c'est généralement quelqu'un qui a du caractère et on gagne un atout, comme on a dit tout à l'heure, pour les bons professeurs qui partent dans le système luxembourgeois. On gagne quelqu'un, c'est sûr. Après, oui, ça a été un problème qu'on a porté avec les conseillers du commerce extérieur de la France depuis très longtemps. Et je trouve que on avait déjà été entendu parce on avait ce qu'on pouvait faire. Je crois qu'on avait réussi à obtenir ça en 2015 ou 2016. On avait obtenu en 2015 ou 2016 le fait de pouvoir regrouper un VIE à plusieurs entreprises. Hein, par exemple, en Roumanie, à Timișoara, il y a pas mal d'ateliers français. Hein, ils font partie de la chaîne de valeur. Bon, il pouvait y avoir un ingénieur qui partait, qui aurait travaillé sur du développement ou sur du marketing pour plusieurs PME, que chaque PME ne pouvait pas prendre seule. Voilà. Et on a réussi à trouver des souplesses pour le faire. On a rééquilibré quand même hein, depuis 3 ans. Je n'ai pas les chiffres en tête parce que je ne les ai pas regardés depuis longtemps, mais on suit ces chiffres au CNCCEF, hein, au Comité national des conseillers du commerce extérieur. On suit les chiffres et on a rééquilibré les VIE partant sur des PME. Voilà. C'est un projet un peu différent. Hein. Je pars sur une grande entreprise, en VIE sur une grande entreprise, c'est un peu, je vais finir ma formation, donc c'est pas perdu, mais je vais finir ma formation. Je pars VIE sur une PME, c'est un peu,
je paye pour voir et si ça se trouve, si ça se trouve, c'est la boîte où je vais rester. Hein, ça se passe souvent. Hein. Moi, dans ma circo, j'ai plein d'anciens VIE qui sont restés et qui tiennent la boîte maintenant dans le pays où ils sont. Voilà. Euh, sur l'harmonisation, la première question, euh, c'est un peu bizarre à ceux qui sont pas avertis, mais les efforts d'harmonisation du droit des affaires, ça commence par l'harmonisation du droit des faillites. Voilà. On est en train de le faire avec l'Allemagne. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est ce que vous avez dit sur le gars qui se fait. Parce que si on harmonise le droit des faillites, on harmonise le droit des faillites frauduleuses, donc on marque. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, on n'a pas de droit harmonisé. On est en train de le faire en franco-allemand. Ayant travaillé sur la convention fiscale luxembourgeoise, je conçois que ça peut prendre un peu plus de temps avec les luxembourgeois, parce que les luxembourgeois sont quand même un gouvernement qui est solidaire quand il y a intérêt, on va dire. Donc ça sera peut-être un peu plus long, mais je crois qu'au fond, c'est intéressant pour tout le monde d'avoir un droit des faillites harmonisé. J'en ai la conviction. Parce que, vous savez, on a inventé une société, il existe un droit de société européenne, ça existe. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut créer une société européenne, on peut créer un parti européen. Voilà, on peut créer. C'est des outils qui existent, mais ils ne sont pas très utilisés aujourd'hui, sauf dans des cas très précis, à cause de ça, parce que c'est pas une facilité. Alors que si on faisait une démarche inverse en commençant par harmoniser la base de la base, en fait, la faillite, c'est la base de la vie d'entreprise. Hein. C'est-à-dire, c'est comme pour l'être humain. Hein. On vit parce qu'on meurt un jour. Hein. Voilà. C'est quand on sait comment se passe la faillite qu'on peut créer des entreprises, qu'on peut créer des personnes qui seront peut-être amenées un jour à mourir. Donc, cette notion d'harmoniser, c'est un très bon choix. Ça parle pas c'est pas très sexy et ça parle pas à beaucoup de gens, mais progresser sur l'harmonisation du droit des faillites en Europe, ça serait extrêmement intéressant pour aller vers ce genre de choses. Une remarque que je fais par rapport à ça, parce qu'on me dit souvent, oui, mais ça prend du temps, etc. Je pense, tout à l'heure j'ai parlé de la démocratie et du dissensus, je pense que la vraie démocratie, elle est patiente. Voilà. Tout ce qui va vite, moi je m'en méfie, et la démocratie, pour ces choix-là, elle a besoin de temps. C'est un bon choix, hein, c'est un choix qui va s'inscrire dans le temps et qui va avoir des effets lents. Hein, puisque vous travaillez dans une entreprise, je prends l'exemple, je me dispute souvent avec mes collègues de la France Insoumise là-dessus, quand ils disent que les entreprises, il suffit de leur imposer ci et de leur imposer ça, etc. Je leur dis, écoutez, il y a un sujet dont vous ne parlez plus parce qu'il a été réglé par les entreprises en 15 ans, 20 ans. Une entreprise, on meurt plus au travail aujourd'hui, beaucoup moins, enfin, je veux dire, ça arrive encore, mais enfin, si vous êtes dans le monde de l'entreprise, vous savez très bien que dans les années 80 et 90, il y a eu une prise de conscience et on a dit aux chefs d'entreprise, la sécurité au travail, on arrête. On s'en occupe et on a commencé à compter et moi j'ai viré les directeurs d'usine à cause d'accidents, pas parce qu'ils perdaient de l'argent. Voilà, et c'est bien l'entreprise qui s'est accaparé ça parce qu'elle a compris que c'était pas possible et elle l'a fait en 15 ans, 20 ans et aujourd'hui la façon dont on a ou les normes 14001, les normes 9001, etc. Ça a été quelque chose qui a été fait par l'entreprise, donc c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus efficace de transformer ça de cette manière-là. Petit à petit, en trouvant les bons leviers, qu'en disant c'est tous des méchants, il faut leur demander de payer et les mettre en prison s'ils font pas bien, quoi. Parce que là, on bloque tout. Voilà, donc harmonisation du droit des faillites, je pense que c'est une piste qui n'est pas à l'échelle de votre mandat ni du mien, mais qui est peut-être le bon pas suivant qu'il faudrait faire en Europe. Tout à fait. Si je peux résumer un petit peu le rôle en fait du conseiller des Français de l'étranger, c'est vraiment celui de relais, de facilitateur. Il va permettre d'être le relais pour les différentes questions qui peuvent être posées. Oui. En fait, finalement, c'est lui qui va, en fonction de la personne, va pouvoir accorder, faciliter, donner des renseignements pour pouvoir aider. Et c'est là où on a aussi besoin des élus nationaux. Et c'est là où c'est important d'avoir une relation avec eux. Et c'est ma transition pour le dernier point.
le dernier point est de parler aussi de cette élection locale qui peut avoir aussi des enjeux nationaux, avec les élections sénatoriales derrière qui auront lieu à partir des personnes qui seront élues conseillers des Français de l'étranger. Et si on peut toucher quelques petits mots aussi sur l'Assemblée des Français de l'étranger, ça serait parfait pour terminer cette belle soirée. Très bien, bah écoutez, oui, il y a des enjeux nationaux. Alors effectivement, voilà, les sénateurs des Français de l'étranger sont un peu en surnombre par rapport aux députés et par rapport à la logique, hein. Je vous rappelle quand même qu'il y a 440 personnes qui élisent 12 sénateurs. Bon, ça fait... Voilà, et ils se font élire en plus par liste de 6 au plus fort reste. Donc voilà, on a élu, il y a 3 ans, on a élu un sénateur, il a eu 54 voix. Il y a 54 personnes qui ont voté pour lui et il est sénateur. Bon, voilà. On avait proposé dans notre grande réforme dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été interrompue, une des choses qu'on proposait, c'était d'augmenter le corps de l'élection des sénateurs, de réduire leur nombre d'ailleurs, d'abord, parce que c'est pas normal. Enfin, dans les départements où il y a 11 députés, il y a 5 sénateurs. Nous, on a 11 députés et 12 sénateurs. C'est quand même un peu bizarre. Donc, c'était de dire l'élection sénatoriale est faite par les élus locaux, mais on fait un peu comme à Paris. C'est-à-dire qu'au moment du vote des sénatoriales, on augmente, on désigne des gens qui sont grands électeurs. Il y a un système à Paris, de façon à ce qu'on ait, voilà, qu'on ait un corps électoral qui monte à 1500, 2000, quoi, pour avoir une vraie élection sénatoriale. Voilà. Les sénateurs ont un rôle. Les sénateurs des Français à l'étranger, ils ont 2 grands intérêts à mon sens. Le premier, c'est qu'ils ont un regard qui est, ils ont exactement, enfin c'est le même rôle que les sénateurs en français, c'est-à-dire ils sont élus d'élus. Donc ils ont un regard qui généralement est plus, comment dire, est moins sous pression que nous de ce qui se passe immédiatement chez les Français à l'étranger. Donc ils vont avoir toujours un temps d'avance et ils ont, voilà, on dit un train de sénateur, hein, voilà. Et ce rôle d'élu indirect, pour moi, est intéressant quand il est au Sénat. Voilà, c'est important. Moi, je sais que il y en a avec qui je m'entends très bien, il y en a avec qui je m'entends pas du tout, mais il y en a avec qui je m'entends très bien. Et j'aime beaucoup ce calme qu'ils amènent, ce long temps, ce temps long, etc. Voilà. Alors, pour moi, il y a un problème chez les sénateurs des Français à l'étranger, pour moi, c'est la circonscription mondiale. Voilà. Je trouve que c'est un peu compliqué de représenter les Français d'Amérique du Sud, de Serbie et de Russie, quoi, de Chine, quoi. Je trouve que voilà, et ils en jouent un peu, quoi. Et donc, je trouve qu'on devrait peut-être réfléchir à ça. Et on avait prévu un système un peu différent là-dessus. Voilà. L'AFE, alors le grand intérêt, excusez-moi, le deuxième grand intérêt des Français, des sénateurs que j'ai pas dit, c'est l'histoire. Voilà. Et moi, je tiens beaucoup à ce que, même si on a changé des choses et qu'on a des députés maintenant, je tiens beaucoup à ce qu'on n'oublie pas, et je crois qu'on a tous intérêt à ne pas faire table rase de l'histoire de la représentation des Français à l'étranger. Ça date de Vauban. Voilà, c'est le premier qui y a pensé. Okay, parce que jusqu'à Vauban, quand on quittait le pays, on perdait tous ses droits. Hein, et les droits revenaient au suzerain, donc au château ou au roi. Voilà, il ne fallait pas quitter le pays. Si tu quittes le pays, et d'ailleurs le roi généralement ne les gardait pas, et c'est ce qu'on appelait le droit d'aubaine. Hein, c'est de là que vient le mot aubaine. Il les redonnait à quelqu'un d'autre. Et c'est Vauban, le premier, qui s'est dit, mais enfin, je suis en train de demander à la France de s'enrichir, d'aller chercher du bois au Canada, etc., de prendre place dans le monde, et quand les gens partent, je les sanctionne. Donc c'est lui le premier qui a eu cette idée de dire il faut que ceux qui partent à l'étranger aient des droits et qu'ils soient représentés, etc. Donc voilà. C'est une longue histoire, et aujourd'hui, les sénateurs, c'est pour ça qu'ils sont 11, hein, c'est pour ça qu'ils sont 12, parce qu'à un moment, il n'y avait pas de députés. Donc, mais ils portent l'histoire, et je crois que ça c'est très important,
de le rappeler et de l'admettre, quoi. Même quand on n'est pas toujours copain avec eux, ils portent l'histoire et c'est important que notre histoire soit portée. Parce que ça nous rend tous plus solides. L'AFE, elle porte aussi l'histoire, donc elle a une cinquantaine d'années, je crois qu'on a fêté ses 70 ans, je crois. L'AFE, on avait aussi prévu une réforme de l'AFE, je crois que l'AFE a un grand intérêt, c'est très intéressant. C'est une usine à gaz à élire aujourd'hui, donc c'est ça qu'on aimerait simplifier. Je ne vois pas pourquoi on est obligé de faire cette espèce d'élection bizarre avec des listes de 15 listes, enfin il y a des circonscriptions AFE que personne ne comprend. Enfin, si, moi je les comprends, mais c'est sûr que j'y ai passé du temps. Voilà, donc il faudrait simplifier le système. Par contre, je crois que pour moi l'AFE c'est le CESE des Français à l'étranger. Donc c'est important. Il y en a qui ne voudraient plus avoir l'AFE. Je serais d'accord qu'on puisse la joindre. On pourrait la joindre au CESE. Excusez-moi. Alors là, je vous entends plus du tout. Vous nous voyez encore? Voilà, vous m'entendez là? Oui, c'est parfait. Voilà, et moi je vous entends pas encore, mais parlez là. Là, c'est mieux comme ça? Parfait, Bon. Excusez-moi, j'ai fait 3 heures de réunion et mes oreillettes n'ont pas suivi. pas de Voilà. souci. Elles se sont déchargées. Donc, on aurait pu très bien dire que le CESE soit rejoint avec intègre l'AFE, mais c'est une représentation qui est extrêmement utile. Voilà. Ce sont des experts, hein, des gens comme, pourtant elle est plutôt du PS, elle habite à Varsovie, Pascal Seux, Jean-Hervé Fralin à Madagascar. C'est des gens qui portent une expertise citoyenne. C'est vraiment important qu'ils soient là, et parce qu'ils aident. Alors c'est consultatif, ça pourrait être élu de manière plus simple. Nous, on avait proposé dans notre réforme un truc qu'on aimait bien, parce que ce qui est intéressant pour l'AFE, c'est quand elle se réunit. Hein, elle se réunit que 2 fois par an. Et nous, on s'était dit que on aurait préféré faire autre chose, c'est-à-dire de faire que tous les élus conseillers consulaires participent à cette nouvelle structure, et on aurait appelé ça, comme on fait la semaine des ambassadeurs, comme on fait le salon de l'agriculture, ça aurait été la semaine des Français en mobilité. Et on aurait pu faire, d'abord, on aurait fait venir tous les conseillers consulaires, mais on aurait pu aussi faire venir, on aurait pu travailler, faire venir les lycées, on aurait pu faire, enfin, ça aurait pu être un grand événement pour les Français à l'étranger, une fois par an, avec une partie constitutionnelle, une partie institutionnelle, et puis des parties débats. Ça aurait évidemment, il y aurait pu y avoir une partie même commerciale, je veux dire, ou même entrepreneuriale. Enfin, on aurait pu imaginer, ça aurait pu être l'Assemblée des CCI, par exemple, l'Assemblée générale des CCI en même temps. Donc faire une espèce de grosse événement une fois par an en France, où on aurait été la France à l'étranger, on vient tous en France et on fait du buzz. Voilà. Et puis on aurait une partie institutionnelle. Voilà. Mais c'est important. En tout cas, ce qui est important, c'est de montrer que les Français à l'étranger, même quand on est bicitoyen, même quand on n'est pas venu en France depuis très longtemps, même quand on sait qu'on n'habitera plus en France, nous faisons partie de l'aventure nationale. Voilà. Et ça, il faut le dire, et on enrichit l'aventure nationale. On a des idées que les autres n'ont pas. On a un regard, notre regard et nos débats citoyens pendant la crise des Gilets jaunes étaient différents de ceux qui ont eu lieu en France. C'est une évidence. Et c'était passionnant. C'était passionnant. Moi, j'en ai fait 30 dans ma circonscription de grands débats au moment de la crise des Gilets jaunes. C'était absolument passionnant. J'ai eu des Gilets jaunes. Il y a des Gilets jaunes qui sont venus à Mannheim pour être dans le débat. Et donc, vous imaginez, en plus, les Français de Mannheim, c'est des Français qui sont là depuis 40 ans. Je veux dire, donc, c'était intéressant. Et bien, cette voie-là, c'est à nous de l'amener, même quand on est
très proche de la France ou quand on va en France tous les jours. Ça n'a rien à voir. C'est ce regard-là qu'il faut qu'on maintienne et il faut qu'on trouve cette représentation pour notre pays, pour faire avancer notre pays. Alors j'ai vu passer une... Pourquoi? C'est Benalla qui a fait... C'était dans le cadre de la grande réforme constitutionnelle où on aurait dû réduire le nombre de parlementaires, introduire la dose de proportionnelle. Et c'était dans cette loi-là qu'on avait notre réforme. On avait convaincu le gouvernement de faire un chapitre pour les Français à l'étranger. Et du coup, comme tout a été arrêté à cause de l'affaire Benalla, on n'a pas pu aller au bout de cette loi. Et donc, on a dû bricoler après. C'est pas mal ce qu'on a fait. On a obtenu la présidence, ça change beaucoup de choses. La présidence va changer beaucoup de choses. Alors, je vais prendre une dernière question, et puis après, je pense qu'il est déjà 21h15, donc on va clôturer tout de suite après. Djebar, c'est à toi. Bonjour, bonsoir à tous. En fait, ma question, je l'avais déjà posée. C'est concernant la possibilité pour des résidents français dans des activités transfrontalières d'ouvrir des auto-entreprises en France. Parce que, en fait, bon, parce que des fois, on peut faire des interventions en France, des interventions professionnelles en France, et jusqu'à présent, on ne peut pas avoir ce statut, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'on va aller sur leur site, il faut avoir une adresse en France. Donc, moi, Alors, je vais balayer une question qu'il y a là derrière, qui est la question de... il faut souvent avoir une adresse en France pour aller sur des sites. Pour le site France Connect, ce n'est pas vrai. Il suffit d'être patient. C'est-à-dire qu'on vous demande une adresse en France, vous continuez, et à un moment, c'est mal foutu, mais ce n'est pas nécessaire. J'y pense parce que c'est une question qui est souvent posée. Alors maintenant, créer une auto-entreprise quand on est à l'étranger. Alors, moi, je l'ai fait, mais je mettais mon adresse française. Mais c'était avant la réforme qui imposait qu'on ait qu'une seule adresse. Enfin, c'était en 2014-2015. Maintenant, je ne sais pas où on en est avec la liste unique. Puisque maintenant, on est en liste unique, donc on ne peut pas être inscrit sur deux listes. C'est une question intéressante. Il faut faire attention. Il y a deux... parce que c'est les deux États que ça regarde. Hein. Il va falloir que le Luxembourg n'ait pas l'impression qu'on lui impose une forme de vie économique dont il ne veut pas. Et puis après, il ne faut pas que les Français aient l'impression qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent profiter de son truc, pas pour faire vivre l'économie française. Je vais la retenir, la question. Ça serait peut-être intéressant qu'on trouve un système quand même. Est-ce que Florence est encore là ? Non, je ne la vois plus. Il faudrait peut-être imaginer un outil pour que ça arrive souvent que quelqu'un qui est établi à l'étranger ait une activité complémentaire ou une petite activité en France qui se passe vraiment en France, quoi. Et je me note cette question. Je ne l'avais jamais... Elle a changé depuis 2 ans. Avant, on avait le droit d'être sur une liste consulaire et sur une liste municipale d'avoir une adresse en France. Je me note cette question. Hein. Djebar, on reviendra vers toi. Oui. La démocratie est patiente oui. Sur ce sujet-là, mais c'est un bon sujet de poser la question, de dire un Français à l'étranger peut avoir besoin de faire une activité économique complémentaire ou passagère en France. Est-ce qu'il a un outil ? C'est intéressant comme question. En tout cas, je pense qu'on peut clôturer ce soir le chapitre là-dessus. Je tenais vraiment à vous remercier, Frédéric Petit, d'être venu. Je tenais aussi à vous remercier tous, toutes les personnes qui sont venues ce soir assister, les gens de la liste qui sont venus parce qu'elles sont porteurs d'un projet.
et tous les gens qui ont voulu venir aussi nous écouter. C'est important aussi de pouvoir dialoguer avec vous et de pouvoir aussi vous entendre, parce qu'on y arrivera et on arrivera à faire avancer les choses qu'en discutant et par le dialogue. Voilà. Merci à tous. Si vous voulez Merci encore beaucoup, ajouter quelque bon chose, courage. très bien. Bonne À soirée à tous bientôt. Au revoir. et à très bientôt.